merci et bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais. Alors, un petit mot peut-être pour expliquer le glissement de titre, on va dire, entre ce qui avait été annoncé et ce que je vous propose ce soir. C'est qu'en fait, voilà, dans le contexte qu'on connaît tous malheureusement très bien maintenant, on avait imaginé le sujet de la conférence et le cycle de programmation il y a presque 2 ans maintenant. Donc j'avais fait une proposition un peu large, on va dire, par rapport à un sujet que je qualifierais de générique. Et depuis le projet finalement s'est beaucoup précisé, c'est-à-dire que, comme vous l'a rappelé Gilles, c'est un cycle d'exposition qu'on propose autour de ce thème de peinture obsolescence déprogrammée, cycle d'exposition qui donc débute ici, au Sable, avec l'exposition qui est présentée actuellement, et qui a vraiment été conçu comme une introduction, comme une ouverture à cette réflexion, comme une introduction très ouverte, et qui va trouver un développement au moins dans 2 lieux différents. Alors, tout à fait immédiatement, il y aurait dû y avoir 1 an d'écart entre les 2 propositions, mais toujours pour ces mêmes raisons de contexte, les 2 expositions vont quasiment se suivre. Et donc, la proposition qui est faite, c'était de dire, finalement, puisque vous êtes ici aux avant-postes de cette proposition et de cette introduction, la proposition c'était de vous faire partager la suite en avant-première en quelque sorte, c'est-à-dire que puisque là on est en train de travailler au cycle et à la suite du cycle, de proposer de vous partager ce que va être le développement de cette réflexion et de ce travail, et avec la proposition détaillée de manière assez précise qui va se prolonger, qui va se poursuivre au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. Donc les dates sont rappelées là, de février à mai prochain. Voilà, c'est comme ça qu'on a un peu réorienté la proposition. Il y aura un 3e volet qui est pour le moment situé un peu plus évasivement entre la fin de l'année 23 et le début de l'année 24, et qui aura lieu au musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui là est un peu plus en chantier, on va dire, que ce 2e volet. Alors, pour resituer, je ne sais pas si vous avez tous vu l'exposition qui est présentée à l'étage. Oui, non? Ouais. Alors, je dis juste un mot pour faire l'articulation entre les deux. La proposition, comme l'indique le titre, qui est peut-être un peu mystérieux pour certains, peinture obsolescence déprogrammée, c'était d'expliquer que dans le contexte des technologies numériques qui font notre quotidien tout entier, la peinture, les œuvres picturales, les pratiques picturales contemporaines ont toujours toute leur place, toute leur légitimité, leur validité, et elles ont encore des choses très pertinentes, des points de vue à défendre, à exposer. C'est un peu pour réagir à ce préjugé de l'histoire de l'art selon lequel les nouvelles technologies viendraient balayer les médiums ou les techniques anciennes, et notamment la peinture ou le dessin ou que sais-je, ou la gravure. On a raconté cette histoire-là avec la photographie, on a bien vu que la peinture avait très largement survécu à la photographie, et mieux que ça, non seulement elle n'est pas balayée, mais elle profite finalement, elle s'hybride, elle se mélange, et elle réagit, elle se réinvente en se croisant avec ces nouvelles propositions, et en inventant la photo-peinture que vous connaissez chez Richter par exemple, ou Polke, ou la photographie mise en scène de Jeff Hall ou de Cindy Sherman, qui sont des combinaisons entre photo et peinture. Et donc cette réflexion du cadre général, obsolescence déprogrammée, avec le jeu de mots sur la fameuse obsolescence programmée des technologies numériques, c'était de montrer que, à la faveur de notre environnement numérique, la peinture avait toujours une réelle pertinence, et qu'elle avait finalement, qu'elle était relancée, qu'elle était réactivée. Alors, c'est pas toujours dans une optique très œcuménique de parfaite bonne entente, de réconciliation. Parfois, c'est des tensions critiques, parfois, c'est des bras de fer. Mais peu importe, c'est des relations dialectiques, d'échange entre les deux. Alors, la première présentation au SAM, on a voulu ça, on a pensé ça comme un état des lieux. Donc c'est vraiment une recherche en cours, donc des pratiques très très contemporaines de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, avec un état des lieux qui proposait un balayage très 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 ouvert et finalement relativement classique dans son approche de thème, qui était structuré en 3 volets sur la question de l'identité, donc de la figure humaine, du paysage
et puis de ce paradoxe de faire appel aux technologies en peinture pour mettre en échec la machine. Donc ça, c'était, en fait, l'idée au sable, c'était d'exposer le plus grand nombre de pistes possibles, à la fois de recherche et puis finalement d'esthétique. Parce qu'on avait fait le constat qu'il n'y avait pas une esthétique, mais qu'il y avait vraiment plein de recherches. Donc on a couru ce petit risque de mettre ensemble plein d'esthétiques et plein de recherches qui étaient parfois un peu antagonistes, contradictoires ou esthétiquement peu compatibles, mais peu importe, c'était pour vraiment montrer toutes les pistes de recherche que ce sujet pouvait engager. Donc ça, c'était le travail des sables, une grande introduction, mise en chantier de cette réflexion, et puis après, le but dans la continuité de la réflexion, c'était peut-être de tirer des fils un peu plus précis. Donc, dans la suite du projet de recherche, ça n'est pas de rejouer une autre introduction, même si le corpus est suffisamment riche et vaste pour se déployer encore selon ces thématiques très générales, mais peut-être d'approcher un axe plus particulier. Et cet axe, on l'a appelé licence libre. Alors vous réentendez la polysémie du jeu de mots comme dans Peinture, obsolescence déprogrammée, parce que la licence, c'est à la fois la licence du logiciel informatique, licence propriétaire ou licence libre open source. Et puis, le terme de licence, c'est aussi la transgression, c'est aussi le fait de dépasser quelque chose, de subvertir. Donc, licence libre, c'était ce jeu-là qu'on a voulu faire interagir. Et peut-être l'axe, si on doit trouver un fil conducteur assez simple, l'inspiration même du titre est venue du précepte d'un artiste fondateur de la Picture Generation qui s'appelle Richard Prince, et qui en 1977 revendique, il dit practicing without license, et ça veut dire travailler sans autorisation. En gros, on prend pas, on prend, on demande à personne et on se sert. Et donc c'est la fameuse Picture Generation qui fonde le principe de l'appropriation. C'est tout ce courant appropriationniste américain. Il est une des grandes figures de l'appropriationnisme américain. Qui se développe à la fin des années 70 et pendant toute la décennie des années 80. Et donc cette idée de licence, avec le glissement de l'anglais au français, est venue un peu de cette pratique de Richard Prince. C'est pas seulement un précurseur des années 80, il a évidemment toujours une actualité, et une actualité toujours aussi sulfureuse, transgressive, puisqu'il a fait polémique en 2014, c'est pour ça que je vous mets cette diapo. On n'a pas les œuvres de Richard Prince dans l'exposition d'Issoudun, mais un peu en titre de sous-inspiration, je les ai mis comme ça en ouverture. Pourquoi est-ce qu'il a défrayé la chronique en 2014 ? C'est parce que toujours selon son principe de se servir, de prendre les choses, de les capter, de les approprier. Il s'est servi sur Instagram, il a récupéré des images postées sur Instagram d'internautes, notamment beaucoup de grands portraits. Et alors, il cache pas la source, puisque comme vous le voyez dans le détourage, il y a suffisamment d'indices qui montrent d'où ça vient. Mais par contre, il les a transformés en espèces de grands tableaux très picturaux. Il s'est servi, il a récupéré ces images et il les a composées comme une grande série dans l'expo New Portraits à la Gagosian Gallery. Et ce qui évidemment a beaucoup choqué et a fait polémique, c'est que je crois que chacun des portraits s'est vendu 90 000 $, me semble-t-il, et qu'évidemment il n'a rien demandé à personne, qu'il n'a pas reversé les droits aux propriétaires des photos. Enfin voilà, il s'est servi et il a utilisé des images en recadrant, en détourant et en revendiquant la paternité de ces images. Et voilà le fil conducteur de cette exposition Licence libre, c'est finalement quelque chose qui nous paraît déjà très ressassé, très rebattu, mais qui est encore au centre des préoccupations et des pratiques artistiques, c'est ce fil de l'appropriation. C'est ce vecteur de la récupération, et il nous a semblé pertinent parce que sur Internet, en fait, la question de l'auteur devient plus très pertinente. On est tellement submergé par ce flux d'images, on en oublie la paternité des images. En fait, la plupart du temps, c'est même plus cité, on oublie les sources, on sait même plus d'où viennent les images. C'est vraiment une grande circulation comme ça, qui fait un peu tomber cette question de l'auteur, de la paternité, ce que l'exposition du jeu de paume de 2020 avait appelé le supermarché des images, de vivre dans un supermarché des images. Et finalement,
on redistribue un petit peu les rôles et cette question de l'auteur ou de la paternité, finalement maintenant on pense les choses en termes d'influenceurs ou de followers, de suiveurs, ce qui est quand même étonnant parce que finalement on revendique le fait d'être des moutons et de s'inspirer, de suivre ou de liker ou d'être dans une espèce de sillon tracé par quelques individus qui auraient une espèce de statut un peu privilégié comme ça sur notamment les médias, les réseaux sociaux, Instagram notamment. Donc voilà, c'est ce fil-là, et ce fil on l'a décliné à travers plusieurs sections que je me propose de vous commenter. Évidemment, dans l'une d'entre elles, on joue aussi de la polysémie du terme de licence sur la question de la transgression, parce qu'on sait très bien aussi que il y a une vraie question d'impunité, d'anonymat spécifique à Internet, c'est-à-dire que du fait qu'il n'y ait plus d'auteurs, que les images circulent comme ça impunément et qu'on puisse tranquillement, depuis chez soi, secrètement, les capter, les récupérer, on voit aussi diffuser, il y a une accessibilité qui est devenue très très grande à un certain nombre de contenus intimes, voire pornographiques, qui circulent et qui rendent accessibles des images qui étaient plus confidentielles autrefois. Donc le terme de licence aussi joue sur ce prisme-là, c'est pas seulement le point de vue juridique qui est en cause, mais c'est aussi la question de la subversion et de la transgression. Alors, on a gardé, évidemment, il y a le même esprit en fait de recherche et de travail entre ces deux expositions. D'abord, il y a des artistes que vous allez retrouver, qui sont communs, présentés à travers des œuvres différentes, sous des facettes différentes. On a gardé aussi cette idée d'approcher, non pas la peinture, mais le pictural. Et vous allez voir de manière peut-être encore plus radicale, parce que la picturalité me paraît plus intéressante et plus contemporaine, c'est-à-dire qu'on peut tenir de la peinture à la fois d'un point de vue strictement technique et un peu classique, mais on peut aussi descendre de la peinture par cet héritage de la forme tableau, et on peut descendre aussi de la peinture par la référence à la peinture qui serait contenue à l'intérieur d'une image qui relèverait d'un autre médium. Donc on a vraiment gardé cette approche très très ouverte de la picturalité, et on a aussi gardé ce principe générationnel, intergénérationnel. Donc il y a également 3 générations, un corpus à peu près équivalent en nombre d'artistes, mais peut-être un peu plus international. Voilà, un tiers de français et le reste d'autres origines. Et puis des grands formats, des très grands formats, même parfois assez monumentaux. Voilà, ça s'est imposé comme ça au fur et à mesure. C'était pas un parti pris de départ, mais c'est comme ça que ça s'est dessiné. Alors, pour essayer de structurer un peu, de séquencer la proposition, je vous ai mis en fait les 3 déclinaisons par rapport à cette question de l'appropriation. La première section, la première partie, va approcher la question de l'appropriation en termes d'hybridation, c'est-à-dire ça va être des appropriations qui procèdent d'une logique de mixage, de conversion, de codage, de transcodage, c'est-à-dire où on va trouver des appropriations réciproques en peinture et dans des techniques graphiques numériques, des effets de croisement à la fois du point de vue de l'iconographie et du point de vue des outils logiciels. Donc ça c'est la première section, et vous allez voir que visuellement c'est assez évident, c'est vraiment celle qui relève de la logique combinatoire. La deuxième section que j'ai appelée exhibition et intrusion numérique, alors là on va passer de l'appropriation des formes et des outils et des moyens à l'appropriation que j'ai envie de qualifier de sauvage, l'appropriation de données et la récupération. Alors on va voir que dans cette section il n'y a pas que du vol de données, mais ça va être aussi la façon dont on est dépossédé en tant qu'internaute d'un certain nombre de données personnelles, parce que on est tracé, pisté, parce qu'on va aller sur des sites et parce que sans qu'on nous demande notre avis, on va récupérer. Donc c'est l'appropriation cette fois-ci dont on fait l'objet en tant qu'humain, et c'est ce que j'appelle le traitement numérique de l'humain. Et le dernier point, c'est presque un aspect de la réaction des artistes, comment ils y répondent, en utilisant les mêmes techniques de réappropriation, mais pour se réapproprier, pour récupérer des choses dont ils auraient perdu l'usage, soit de jouer de l'appropriation pour la vider de son contenu, pour épuiser complètement le procédé, ou alors ce que j'appelle économie circulaire. Vous allez voir des logiques un peu de circuits fermés.
Voilà, donc ça c'est les trois aspects. Alors évidemment, je commence avec le premier. Il va y avoir des images, hein, rassurez-vous. À un moment, il va y avoir beaucoup d'images. Mais j'essaye de structurer pour vous montrer un peu les choses. Alors, dans cette première section de mixage, de conversion, de codage, il y a déjà un premier paradoxe intéressant. C'est celui qu'on identifie à la relance de l'abstraction picturale. Il y a un phénomène assez curieux qui fait que, à la faveur de ce flux d'images dont on est envahi par les réseaux, etc., on voit que presque la riposte, elle se fait par le biais de l'abstraction. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais qui est une espèce de réaction, en quelque sorte, de réaction picturale à cet envahissement de l'image. Et puis, on a toute une filiation dans cette première section. Je vais présenter des œuvres qui défendent une espèce de filiation picturale. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça, c'est la première section, la relance numérique de l'abstraction picturale. Pour aller très rapidement, mais je vais vous les présenter peut-être plus en détail, les deux premières, pour des raisons différentes, relèvent d'un héritage très impressionniste. Alors, pardon, je vais rendre justice correctement aux œuvres, mais comme je voulais avoir une espèce de ligne pour vous montrer, quand il y a des triptyques, etc., j'ai tronqué, mais je vous montre tout de suite. L'œuvre de Danez, c'est ça. Donc, voilà, je la résume ici par un seul, mais je vais rendre justice correctement après. En fait, je les ai classées dans l'ordre chronologique. La relance picturale, les deux premières, c'est l'héritage de l'impressionnisme qui est en cause. Alors si je vous dis ça, peut-être que ça vous donne un indice pour la deuxième image, où vous n'aviez peut-être pas tout à fait, voilà, la fameuse nymphéa. La première image, c'est le flou impressionniste qu'on va voir. Donc les deux sont plutôt dans une mouvance impressionniste. La deuxième, c'est un peu... C'est pas hyper évident à identifier, mais c'est le cubisme. Donc c'est une œuvre d'Angela De Tanico et de Raphaël Lane sur laquelle je reviendrai après. C'est une série, là encore, donc il y a plusieurs œuvres que je vais vous montrer. Ensuite, on a le collectif Labao. Alors là, on est plutôt du côté d'une filiation art cinétique, avec des tableaux en mouvement, héritage de Tinguely, j'y reviendrai. L'étrange image que j'ai mis à droite, c'est parce que c'est une œuvre en production, donc j'ai pas mieux que ça pour le moment à vous montrer, mais je vais vous expliquer. De la même manière qu'on a trouvé le moyen de faire participer des étudiants d'école d'art dans l'exposition, qui ont créé une pièce par délégation sous la direction de Métos Manetas dans l'exposition des sables. On a reconduit ce principe parce qu'il nous avait semblé extrêmement riche et très profitable pour tout le monde. Mais évidemment, on a changé le dispositif. Donc cette fois-ci, c'est une autre artiste qui a accepté de conduire le projet. Et c'est une des artistes du collectif Labao, Elfs Vermont, qui est un collectif bruxellois qui conduit le projet. Donc je vous expliquerai après. Et toujours dans cette filiation picturale, à la fin, j'ai mis Jeff Elrod. Alors Jeff Elrod, c'est vraiment une continuité de l'abstraction américaine, et je vais préciser un peu parce que c'est un peu plus riche et complexe que ça. Donc, ça fait une espèce de prolongation, et en même temps, ce qui m'intéresse quand on les voit comme ça, c'est que à chaque fois, on voit qu'il y a une descendance picturale, mais croisée avec une logique graphique numérique. C'est un mélange de peinture et de palette numérique, pour des raisons différentes en fait, de fabrication d'images, etc., sur lesquelles je vais revenir. Voilà, donc je vais détailler maintenant ça. Donc Danez, il y a une œuvre qui se trouve à l'étage de Dan. Ici, c'est un triptyque qui va être montré. Alors, le sujet qui pour moi, toute l'œuvre de Danez, dit-il, relève d'une filiation impressionniste. Ici, ce qui est intéressant, alors c'est une vue enneigée de la forêt auvergnate, et selon le témoignage même de l'artiste, il a vu ce paysage lui-même, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce triptyque, il est plus intéressé à l'image photographique et vidéo du paysage qu'au paysage lui-même. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est plus les effets de reproduction par les médias photographiques ou vidéo ou numériques
c'est-à-dire les effets de déformation, de traduction de l'image via ces appareils, plutôt que le paysage directement, même s'il a vu directement ce paysage. Et c'est très évident parce que vous voyez une espèce de gradation un peu crescendo sur ce paysage où on voit vraiment la matière peinture en train de se flouter, une espèce d'arrêt sur image ou sur écran. Et cette série-là va donner lieu à un autre travail qui suit, qui s'appelle Colorado Effect, je crois, Snow, enfin une série liée au Colorado et qui va travailler sur la pixelisation du motif à partir de ce premier ensemble d'images. Voilà, donc là on voit très bien que c'est autant l'image médiatisée du paysage que le motif lui-même qui l'intéresse, avec évidemment le flou impressionniste qu'on retrouve. Alors dans le travail d'Amélie Bertrand, il y a évidemment aussi une œuvre très importante d'Amélie Bertrand dans l'exposition à l'étage. Là, je trouve que les couleurs sont mieux traduites ici, elles sont vraiment très pop et très fluo. L'arrivée du numérique dans le travail d'Amélie Bertrand, c'est à tous les endroits, à commencer par la fabrique de l'image, par la production de l'image, puisqu'elle ne dessine pas, elle conçoit son image à l'ordinateur, sur l'écran, par des logiciels graphiques, en fait, tout simplement. Donc elle compose tout graphiquement, et ensuite, récemment, elle a fait l'acquisition d'une machine qui lui permet de dessiner chaque forme, enfin de découper à l'échelle chaque forme au laser, et de pouvoir créer des espèces de pochoirs pour après peindre. Et après, évidemment, son travail de peinture à l'huile sur toile, il n'y a plus l'intervention de délégation à la machine, mais par contre, c'est tout le processus de conception, de création d'image et de préparation de son image qui est numérique. Et c'est assez drôle de discuter de cette œuvre avec Amélie, parce qu'elle avoue très simplement qu'elle n'avait pas du tout en tête les nymphéas de Monet quand elle a conçu ce tableau. Bon, après, peut-être que rétrospectivement, le titre, évidemment, Swamp Invaders, c'est-à-dire les envahisseurs du marais, évidemment, après, en conscientisant la référence, le modèle, c'est toute cette culture picturale que les artistes ont à l'esprit qui a ressurgi, et c'est aussi un triptyque, mais on montrera une image. Là, on est vraiment au croisement des nymphéas, mais je trouve qu'elle emmène les nymphéas du côté de David Hockney, de Los Angeles, elle les emmène dans la piscine, enfin, c'est complètement revisité, mais pourtant la référence persiste. Donc là, il y a vraiment un phénomène d'hybridation entre les effets numériques et les références picturales, tout en étant préparé à l'ordinateur et relevant de l'huile sur toile. Alors, si on continue ce croisement numérique et peinture, alors là, c'est un procédé un tout petit peu plus complexe de cette série 27 rue de Fleurus. Alors 27 rue de Fleurus, c'est l'adresse de Gertrude et Léo Stein en 1902, à partir de 1902, je crois, à Paris, c'est-à-dire les fameux collectionneurs et mécènes américains qui composent l'une des collections les plus vertigineuses d'art moderne à Paris, Picasso, Matisse, Cézanne et beaucoup d'autres. Et donc Gertrude Stein est cette mécène, mais c'est aussi une poétesse, et elle a le projet, dans sa poésie, de concevoir un équivalent littéraire au cubisme. En fait, elle est fascinée par le point de vue, la décomposition du point de vue cubiste, et elle invente un équivalent littéraire à la décomposition des formes et au renouveau des formes dans un recueil de poésie qui s'appelle Tendre bouton, qui est publié en 1914. Donc elle est à la fois un soutien de cette communauté et en même temps il y a une espèce d'émulation artistique, etc. Donc il y a déjà un effet de transcodage entre la littérature, la poésie littéraire de Gertrude Stein et la peinture des cubistes qu'elle fréquente. Et là-dessus, le duo brésilien formé par Angela De Tanico et Raphaël Lane ont l'idée de créer un alphabet. Alors ils créent cet alphabet qu'ils appellent Cubica, dont vous avez le mode d'emploi, j'ai envie de vous dire ici. Donc en fait, vous voyez qu'il s'agit d'éclairer des facettes du cube. Bon, le cube, évidemment, par rapport au langage du cubisme. Donc ce sont des facettes, et en fonction des faces, il y a à chaque modèle, association de faces, il y a une lettre qui est apposée.
Et ce qu'il propose, attention, c'est le croisement, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est de croiser à la fois la poésie de Gertrude Stein et les peintures qu'elle collectionne. C'est-à-dire que ici, c'est je vais vous montrer dans le détail, voilà, ici, c'est composé à partir d'un fragment de poésie de Gertrude Stein, transposé dans l'alphabet Kublika. Donc en fait, ils ont codé en quelque sorte avec leur alphabet inventé un morceau de la poésie de Gertrude Stein de manière extrêmement systématique et rigoureuse. Et là où la peinture intervient, c'est que le format de la toile, qui est donc un tirage numérique, est au format de la peinture, d'une peinture de Picasso. Et ce qui est réutilisé de Picasso, c'est pas la silhouette, etc., c'est la gamme de couleurs. Donc en fait, il y a une espèce de double filtre où il récupère le format et les couleurs de la peinture de Picasso, sur laquelle ils vont croiser un morceau de poème de Gertrude Stein. Et ça donne quelque chose qui, moi, au départ, m'a immédiatement fait penser au petit machin des SMS, là, quand on s'écrit, de la messagerie instantanée, des espèces de phylactères de nos messageries instantanées, d'une espèce de bulle qui serait vide et colorée, et qui donne quelque chose d'assez cryptique. Et leur projet, alors c'est plus de 600 peintures que les Stein ont collectionnées au début du siècle, donc c'est de produire au fur et à mesure des tirages à partir des œuvres de la collection. Donc là, pour l'exposition, on a réussi à en réunir 3. Celui-là, donc d'après Picasso, et deux autres d'après... non, un autre d'après Picasso et un autre d'après Matisse. Donc toujours le même principe, à l'échelle, avec un fragment de la poésie et la gamme chromatique de la peinture utilisée. Et donc ça donne... Voilà, ça donne ça. Et donc là, on est au cœur de notre sujet. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a donc l'utilisation, l'invention d'un langage par le biais de technologies numériques. C'est d'ailleurs un tirage jet d'encre numérique, c'est pas une peinture, hein, ils refont pas de manière fastidieuse toutes leurs petites bulles. Et on est au croisement de la littérature, de la peinture et du numérique, au profit de la réinvention complète d'un langage très inspiré par un moment de l'histoire de la peinture qui est en l'occurrence le cubisme. Donc une nature morte, une peinture de la période bleue de Picasso, l'acrobate à la boule, la nature morte de la bouteille de Marasquin et une peinture de Matisse. Tout ça étant maintenant dispersé un peu partout, et il n'y a pas du tout de... C'est pas un jeu de piste que proposent Angela De Tanico et Raphaël Lane, puisque dans le catalogue, on va publier l'alphabet, et qui sera au mur aussi, à côté des peintures. Donc pour ceux qui ont envie de jouer à recoder, à redécoder la poésie, c'est pas hermétique, le sens n'est pas confisqué, mais on peut véritablement le retrouver. Alors, toujours dans cette filiation des combinaisons, de la logique combinatoire des effets peinture et numérique, le collectif Labao. Alors, le collectif Labao, c'est un procédé qui est assez proche il partage avec le travail d'Angela De Tanico et Raphaël Lane l'invention de langage. Ils sont fascinés toujours avec le code, en recodant. Ils ont au cœur de leur pratique ce qu'ils appellent le transcodage, c'est-à-dire qu'ils passent d'un langage à un autre. Là, en l'occurrence, le point de départ, ils travaillent avec l'alphabet sémaphore. Bon, normalement, au Sable d'Olonne, je pense que j'ai pas besoin de me lancer dans des grandes explications sur le fonctionnement de l'alphabet sémaphore, du langage sémaphore et des drapeaux rouges et jaunes, qui était utilisé avant la radio. Maintenant, c'est pour le folklore, mais je pense que quand on est un peu pressé, l'alphabet sémaphore, c'est moins pratique. En fait, ce qu'ils font, c'est que dans cette première pièce, on va emprunter l'origami sémaphore et l'une des tapisseries Jacquard. C'est une série, mais on aura un de chaque. Donc au départ, leur idée c'est d'utiliser l'alphabet sémaphore, donc qui marche un peu comme l'alphabet Kublika, c'est un autre avec des histoires de couleurs, de drapeaux, etc. et de lettres associées. Mais ça peut être vrai du morse, ça peut être vrai de plein d'autres langages. Et ils ont un système, donc c'est une pièce en tôle dont les triangles se plient et se déplient. Donc au départ, c'est une surface complètement plane et monochrome, blanche. Donc vous voyez pas trop le rapport avec l'alphabet sémaphore. Et quand la pièce se met en mouvement, parce que très lentement,
les triangles vont se déplier. Là, vous allez avoir la bichromie qui apparaît et qui rappelle le fonctionnement des drapeaux, sauf que c'est plus rouge et jaune, mais c'est blanc et jaune. Mais par contre, comme très souvent dans le collectif Lavao, avec l'effet de transcodage, on n'a plus la possibilité, comme chez Data Nicolene, de retrouver le sens. En fait, là, c'est un programme aléatoire, un algorithme aléatoire qui va faire s'ouvrir, se plier, se déplier les triangles. Donc, en utilisant les lettres, mais en fait, toutes les possibilités combinatoires, alors je ne sais plus combien, il y a de dizaines de milliers de possibilités que tout à coup le programme fait apparaître, que l'algorithme va faire apparaître en mettant en mouvement la pièce. Mais pour eux, c'est pas une perte de sens, c'est comme si toutes les configurations devenaient possibles. Et ça devient cette pièce assez hypnotique et très très belle quand elle est mise en mouvement. C'est des petits moteurs cerveau qui font bouger la pièce. Et là, moi, j'ai immédiatement pensé au méta quelque chose de Tinguely, les métamatics, Méta Malevich, Méta, qui mettent en mouvement les peintures de l'abstraction contemporaine, puisque Tinguely disait j'ai commencé à mettre en mouvement ma peinture en substance parce que j'arrivais pas à finir mes tableaux. Et j'étais bloquée avec cette idée d'achèvement et de mettre fin à la peinture. Donc tout à coup, en introduisant le mouvement dans ma peinture, j'ai trouvé le moyen de rendre ma peinture sans cesse réinventée, en fait, sans cesse renouvelée. Et c'est vraiment ce processus qui opère quand on voit les origamis sémaphores du collectif. C'est vraiment au tableau, ça fait tableau, mais effectivement c'est une petite installation en mouvement. Et selon ce même principe, ils ont encore redécalé, encore transcodé, en utilisant le principe de la carte Jacquard, qui est donc à l'origine de l'outil numérique, à l'origine de l'informatique tout simplement, la carte perforée de Jacquard, et ils ont redécalé le principe de l'alphabet sémaphore sur le motif du Jacquard. Donc là encore, on n'a plus de sens à retrouver, on a presque un motif assez formel, mais où ils ont transcodé et ils sont passés d'un support à un autre, toujours avec une assez grande picturalité qui émane de la pièce. Donc on va confronter ces deux pièces qui font partie de la même série, Origami Sémaphore et Origami Jacquard, qui date de 2019. Et donc c'est à eux, et plus exactement c'est l'un des trois du collectif, c'est deux hommes et une femme, donc c'est Els Vermang, qui a accepté la proposition de produire une pièce en collaboration avec un groupe de nos étudiants. Alors cette fois-ci, c'est vers l'atelier textile qu'on s'est tourné, puisque c'est l'école des Beaux-Arts d'Angers qui a donc une spécialisation art textile. Et on a glissé toujours sur leur opération de transcodage. On est parti avec l'idée d'appliquer l'alphabet sémaphore à encore un autre support. Et donc là, on est parti sur les smokes, sur la broderie des smokes. Qui donc sont un type de pliage, en fait, de couture, de broderie sur le tissu. Et on a redécalé, c'est-à-dire qu'on a appliqué la grille des sémaphores et on a créé, alors évidemment on ne la voit plus, mais on sait que c'est la même grille, le même langage de départ qu'on a fait glisser vers la pièce des smokes. Et on va avoir comme ça des tableaux, en fait avec sans doute du simili-cuir, c'est pour ça que je vous ai montré là toutes les recherches de dessin vectorisé, des recherches de matériaux, on a fait vraiment plein d'essais, et à la fin on a abouti à cette matière de simili-cuir, et on va avoir trois tableaux monochromes qui sont vraiment d'inspiration de ce que fait le collectif Lavao, mais qui réinventent encore sur un autre support, et avec la collaboration de nos étudiants. Voilà, donc les pièces sont en production à l'heure actuelle. Et puis toujours donc, dans cette lignée de métissage, de mixage, de transcodage, des appropriations des effets dans les deux sens, la pièce de Jeff Elrod. Alors Jeff Elrod, c'est un artiste américain, il n'y a vraiment pas beaucoup d'œuvres de lui en France, il y en a deux à Beaubourg, et donc c'est l'une des deux. Alors Jeff Elrod, il conçoit tout à l'ordinateur, et on voit bien que c'est un langage spécifiquement de palette graphique, de design graphique. Mais une fois, comme Amélie Bertrand, une fois que la composition est faite à l'ordinateur, par contre après, il va utiliser des scotch de masquage pour pouvoir faire correctement, de manière géométrique, rigoureuse, etc. Mais après, ce sera à l'acrylique sur toile. Ce sera vraiment tout à main levée. Donc c'est visuellement assez troublant, parce qu'on est vraiment à l'interface des deux. Et là encore, la tradition picturale, pour moi, c'est à la fois du côté
alors du hard age, enfin de l'expressionnisme abstrait américain. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, au centre de son tableau, l'acteur principal de son tableau, c'est la gomme. Et j'ai pensé à la fameuse pièce Erased, de Kooning Drawing de Rauschenberg, qui a demandé à de Kooning un dessin pour pouvoir l'effacer. Et à la fin, on a presque... Et là, on a l'outil gomme de Photoshop qui est vraiment en majesté au centre de la pièce, quoi. Et voilà. Et je me suis dit, il y a vraiment une espèce de stratification de référence sur ce tableau qui ingère toute la culture picturale américaine et qui l'a fait repasser en quelque sorte dans la machine, dans l'ordinateur, et qui à la fin repasse en peinture. Donc voilà, on a vraiment des jeux d'aller-retour entre les deux, d'appropriation vraiment réciproque et d'aller-retour qui me semblent assez évidents. Alors, toujours dans ces allers-retours d'appropriation, il y a une section que j'ai appelée paysage critique, avec une intention presque plus politique. En tout cas, l'idée de faire alors un point de vue critique par le biais de la peinture. Alors, c'est 3 œuvres. Une installation, on va commencer tout de suite. Alors, Flavio De Marco, ce nom vous est peut-être familier parce qu'il y a aussi une pièce de Flavio qui est dans l'étage supérieur dans la section paysage. Tout le travail de Flavio De Marco tourne autour de la question du paysage. Alors, il n'y aura pas 2 pièces, mais c'est, je vais vous expliquer la logique. En fait, c'est une pièce en production, ce sera une pièce in situ peinte directement sur le mur. Donc là, ce qu'on va proposer, ce qu'on a pour le moment, c'est une maquette sur Photoshop, une maquette de ce que sera a priori la peinture, même si évidemment au moment de la réalisation, il va y avoir des ajustements et ce ne sera pas tout à fait ça. Le principe de départ, c'est une série qui a commencé à Bologne en 2005. Je suis obligée de me lever. Cette série, en fait, elle se compose... Au début, c'était comme ça, donc c'était très monochrome, très abstrait. En fait, c'est un damier de 9 tableaux carrés que vous devinez là, comme ça, c'est une espèce de trompe-l'œil. Et vous voyez là qu'il y a des tableaux et des creux et des plantes. C'est une espèce de jeu comme ça, entre le mur et la toile. Et ça, c'est la proposition de départ. Et après, ça fait des années, depuis 2005, qu'il réadapte et qu'il réenrichit son travail. En fonction, c'est vraiment une pièce in situ, c'est-à-dire qu'il fait une proposition à partir de l'endroit où il se trouve. Et c'est une réflexion sur le paysage. Donc en fait, toute l'intervention, vous reconnaissez des morceaux, des pièces qui lui servent de fond, en quelque sorte, avec lesquelles il va arriver, qu'il va récupérer. Il a 2 sources pour composer son paysage. Il a une source, on va dire, populaire. Il va sur le site internet de l'Office de tourisme du coin et il regarde les clichés pittoresques, populaires de ce que sont les paysages de l'endroit où il intervient. Et puis, il a une source, entre guillemets, savante. Et la source savante, c'est puisqu'on est dans un musée, il nous a demandé les images liées à la question du paysage qui étaient dans le musée. Et donc là, vous reconnaissez, il a, enfin, paysage, là pour le coup, très élargi, parce que c'est une nature morte qu'il a choisie, une vanité, et qui est là, qui fait partie donc des collections 17e du musée, et qu'il va réinterpréter au centre de sa composition. Donc un jeu sur... le local, à la fois sur la culture savante et la culture populaire. Et évidemment, tout ça hybridé en mélangeant des images avec plein de signes numériques. Donc, vous voyez, sa maquette, elle est travaillée sur Photoshop, et on voit plein de signes de bureautique, etc., qui font une espèce d'empilement de fenêtres. Et paysage critique, parce qu'en fait, il porte là l'idée selon laquelle notre... rapport au paysage est devenu très indirect, on n'a plus de relation au paysage que par le biais de l'ordinateur, des sites touristiques, et pour lui le tourisme c'est une façon de détruire le paysage. Enfin, c'est une approche très cliché pour lui, le tourisme dans tout ce qu'il a de tourisme massif, de clichés, de stéréotypes et d'approches comme ça un peu génériques. Donc, dans cette proposition-là, évidemment, sa version du paysage, c'est une manière de condamner notre approche par intermédiaire de l'écran du paysage, qui fait qu'on ne vit plus vraiment dans cette relation directe à notre paysage, mais qu'il y a plein d'intermédiaires, qu'il y a plein d'interfaces, qu'il y a plein de relations qui s'interposent entre nous et le paysage. C'est ce que j'appelle le paysage critique, avec évidemment en plus des dimensions très clichés de ce paysage, le clocher du village, l'allée d'arbres, etc. Alors,
là, la peinture de Sarah Morris, c'est une série sur la ville de Miami. En fait, il y a plein de séries comme ça. Alors, au départ, on a l'impression que ça parle d'architecture, d'urbanisme. En fait, effectivement, le point de vue de départ, c'est des clichés qu'elle prend la plupart du temps d'hôtels. Ça parle du tourisme aussi, de l'industrie du tourisme, et ça parle c'est soit des banques, soit des hôtels. Enfin, c'est lié à notre monde capitaliste, à cette industrie du loisir, du tourisme. Et elle s'inspire de façades, de buildings, mais dans des propositions tellement rapprochées qu'en fait ça devient complètement abstrait et on en oublie un peu le sujet même. On a le nez tellement collé, et c'est ce qu'elle dit en fait, c'est qu'on est dans une relation qui est tellement on est tellement saturé, on est tellement immergé d'images au cœur de nos villes et sans point de vue, sans distance critique, que finalement on se trouve dans une relation un peu d'aliénation à ce monde-là, à cette économie-là. Et évidemment, d'un point de vue métaphorique, c'est autant à l'imaginaire numérique des réseaux qu'on pense quand on voit ça, que vraisemblablement à une architecture ou à des échafaudages. Donc il y a une dimension aussi assez métaphorique à son travail, qui critique la plupart du temps la question de l'échelle et de l'immersion dans une société complètement avalée par le gigantisme de l'industrie du tourisme, de l'économie des loisirs. Et puis Miami, évidemment, c'est une ville de Disneyland, de l'artifice, quoi. En quelque sorte, la Floride, c'est vraiment le paradis du tourisme, un paradis assez artificiel, et aussi cet usage de couleurs pop, et une référence à cette ville de Miami. Bon, là, évidemment, on ne peut pas en témoigner, mais la technique aussi est très particulière, c'est de la laque, et ça fait presque miroir, enfin, tellement c'est brillant et tellement c'est réfléchissant. On va avoir quelque chose d'assez troublant dans l'approche, et c'est un très grand format. Et toujours dans cette section, là pour moi c'est vraiment une combinaison très mixée de la peinture et du numérique. On a l'impression que c'est un graphiste qui s'est amusé avec les outils qu'il avait à disposition. Alors Régine Claude, vous avez un diptyque en haut, enfin pas tout à fait un diptyque, mais vous avez une peinture et une vidéo associée qui est présentée. Là, la particularité, c'est que vous regardez les dimensions, c'est vraiment gigantesque. Ça va être un grand diptyque qui fait plus de 4 mètres de long. Et donc c'est une espèce de paysage, mais assez abstrait. Et si vous regardez bien, en fait, la particularité, c'est que le sujet est dans le titre. Le titre, c'est un titre assez poétique qu'elle a composé, qui, en traduction, ça donnerait quelque chose comme rosé près de l'horizon, ou un horizon rosé, ou quelque chose comme ça, du rose près de l'horizon. Et la particularité, c'est que le sujet est à la fois, littéralement, le titre et le sujet de la composition. C'est-à-dire qu'en fait, le motif même, c'est le titre, ce sont les lettres, puisque l'espèce de petite ligne que vous voyez là au fond, c'est le titre qu'elle a recopié. Donc en fait, le rose près de l'horizon, c'est le titre qui commande son propre effet, quoi. Il y a vraiment un effet de mise en abîme dans ce travail-là. Et puis le titre, vous le retrouvez dupliqué au premier plan, une première fois très anémorphosé, comme on peut faire quand on joue avec les logiciels, donc très agrandi, très déformé, et une deuxième fois qui est représentée en miroir. Donc le titre est 3 fois. Une petite fois au fond, une deuxième fois agrandi mais brossé, rendu plusieurs fois illisible et de plusieurs manières illisible. Une fois parce qu'il est au fond en tête de mouche, au premier plan parce qu'il est comme frotté par la peinture, et ensuite il est renversé en miroir. Donc c'est le titre, les lettres qui deviennent presque le sujet de la peinture et qui font quelque chose en même temps de jeu sur la perspective, sur les outils graphiques, avec toutes les lignes faussement... Enfin, les lignes de fuite, mais qui sont pas régulières, qui sont pas droites. Et puis cette forme un petit peu étrange au fond. On sait pas trop si c'est un coucher de soleil, une espèce de dirigeable gonflable, enfin qui fait travailler l'imaginaire et qui donne une version du paysage comme ça qui est à la fois conceptuelle et très picturale, très graphique. Voilà, donc c'est une œuvre très différente de celle qui est montrée en haut, mais qui témoigne bien du style très stylisé, enfin de la peinture très stylisée de Régine. Bon, ensuite, toujours dans cette section, c'est la section la plus longue, enfin la plus riche.
on a là encore des allers-retours entre l'esthétique numérique et la peinture. Et là, c'est la question du flux, de l'immersion, de la saturation qui est en commun dans ces deux grandes œuvres. Alors, ce qui est intéressant ici dans l'œuvre de Fiona Rae, c'est que c'est la préhistoire du numérique chez Fiona Rae, puisqu'elle acquiert son premier ordinateur à la fin des années 90. Mais le titre fait référence au personnage, au robot bionique, là, à l'androïde de Terminator. Et la particularité de ce personnage, c'est de se régénérer, de se fondre et de se régénérer, de se réinventer. Donc c'est déjà tout un jeu de science-fiction et c'est un super ordinateur qui a créé ce personnage. Donc là, on est dans un univers qui est complètement numérique, mais qui est un univers cinématographique et qui est une projection un peu de cinéma d'anticipation, avant même qu'elle acquiert son ordinateur. Donc c'est un imaginaire numérique qui est ici et qui est en référence à la science-fiction qui l'intéresse à l'époque, donc dans une série qui est vraiment composée comme ça, avec plein de disques sur une surface mouvante. Et de l'autre côté, Rémi Isberg, qui est représenté par 3 peintures à l'étage. C'est un très gros format, avec pour particularité ce support qui est un miroir. Et donc évidemment, le miroir fait que quand vous vous approchez de la peinture, immédiatement vous allez être intégré dans cet environnement et dans la peinture. Et lui, il voit la métaphore, la fluidité de l'écran, tout en disant que c'est génial parce que le miroir, il n'y a pas besoin de le rebrancher, il n'y a pas besoin de batterie, il n'y a pas d'obsolescence. Ça continue à faire rentrer le flux de l'environnement. Donc pour lui, c'est vraiment un équivalent, tout en étant un défi parce que c'est extrêmement difficile de peindre. Il explique que quand on peint un miroir, déjà on se voit en train de peindre, on est déjà intégré, puis au fur et à mesure, évidemment, l'image change, évolue. Donc c'est un vrai défi technique aussi que cette proposition. Bon, et puis une autre œuvre de Rémi qui s'appelle Approche et qui joue, alors vous avez tous vu les sélectionneurs de couleurs, les color pickers sur Photoshop, et là il reprend vraiment cette espèce de palette de dégradé de couleurs, mais en la déjouant, parce qu'il y a des perspectives un peu bizarres, parce qu'il rapproche des couleurs qui sur le spectre chromatique, sur le cercle chromatique, sont à l'opposé. Il y a plusieurs choses qui viennent déjouer cette apparence numérique. Et puis, on termine cette section par une œuvre de Nina Childress. Alors, je fais exprès, pour des raisons un peu, entre guillemets, didactiques, de vous laisser les deux versions. Mais en fait, c'est un diptyque. Et ce que vous voyez, c'est le même diptyque, mais on le verra qu'une fois, pas 4 fois comme ça. Donc, on verra qu'une paire de tableaux. En fait, dans la version du haut, vous le voyez en version jour. Et dans la version du bas, vous le voyez en version nuit, parce que c'est une peinture phosphorescente. Et les conditions idéales de visibilité, c'est avec de la lumière noire ou dans l'obscurité. Alors si on y arrive, on la présentera dans sa version idéale nocturne, voilà, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus aussi par rapport aux propos. C'est Nina Childress qui est présentée en haut avec 2 tableaux aussi. Elle a tout un ensemble qu'elle appelle Good et Bad, où elle est son propre censeur, correcteur, je ne sais pas comment dire. Elle fait une première version qu'elle appelle Good, et après elle la sabote. Et à partir de cette, elle fait une espèce de caricature ou de critique de cette première version. Donc dans la première version, c'est 2 acteurs de la comédie française, c'est le titre d'ailleurs du diptyque, 2 acteurs de la comédie française, puis je sais pas, on a l'air d'avoir une personnage féminin qui a l'air assez fasciné par le personnage masculin. Bon voilà, puis tout ça est éclairé de vert, et puis on n'a pas beaucoup d'autres indices. Et dans la deuxième version, alors elle a fait littéralement la tête au carré au personnage masculin, qui a la grosse tête et qui en plus a la tête au carré. Et puis on a la potiche féminine qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, de son cœur, parce que est-ce que c'est une déception amoureuse ou je sais pas quoi. Bref, on a des stéréotypes genrés absolument caricaturaux, et connaissant la malice de Nina, faire la comédie et comédie française, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une espèce de dérision ou de jeu de mots derrière tout ça. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que dans la version Bad, vous voyez apparaître une signature qui ne figure pas dans la version Good et qui est le nina.fr. Et en fait, c'est une espèce de truc un peu cabotin. Elle a piqué l'image sur l'INA, sur les archives de l'INA, .fr, qu'elle a transformé en sa propre signature de nina.fr. Et en même temps, vu la défiance de Nina à l'égard du numérique, que tout à coup, la référence au numérique passe dans la version Bad, ça m'a un peu amusée. Je me suis dit que c'était pas tout à fait indifférent.
Et évidemment, quand on est dans la vision nocturne, on est quand même assez proche de cette lumière verte rétro-éclairée de l'écran. Donc c'est pour nous les conditions qui seraient les plus intéressantes de présentation de cette peinture. Voilà, donc ça c'est la première grosse section avec ces jeux de transcodage, hybridation, mixage, appelez ça comme vous voulez, remix. La deuxième section qui est moins volumineuse, elle est représentée par moins d'artistes, c'est celle qui traite la question de l'appropriation des datas et des données, à notre insu ou pas à notre insu, comme on va le voir. Alors à notre insu, c'est chez Michel Heiner et Sylvie Fanchon. J'ai appelé ça pister, écouter, épier. Les GAFAM, c'est-à-dire les 5 géants du numérique. Je ne vais pas les retrouver tous, sinon c'est pas drôle. Enfin, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Si voilà, GAFAM. Les 5 géants qui trouvent toutes sortes de stratégies pour récupérer des données, pour accroître les parts de marché, etc. Voilà, pris au piège de leur propre surveillance. Donc là, c'est 2 œuvres qui vont se retourner en quelque sorte contre ces logiciels. Alors la première, c'est celle de Michka Heiner, qui est une photographie. D'où est-ce que ça tient de la peinture? Le titre, ça s'appelle Dutch Landscape, donc vraiment la tradition du paysage hollandais. Et qu'est-ce que c'est que cette drôle de photo un peu composite où on a une moitié que vous reconnaissez comme une vue aérienne, genre Google Maps, et l'autre moitié qui est assez étrange, qui est une espèce d'abstraction très picturale. En fait, c'est un artiste franco-belge-britannique, enfin il a la triple nationalité, qui a remarqué que dans le cryptage Google Maps des Pays-Bas, les Pays-Bas avaient un mode de cryptage assez étrange qui faisait que pour protéger des sites classés sensibles, militaires, politiques ou je ne sais quoi, ils utilisaient un type de pixelisation que lui trouvait déjà éminemment pictural. Donc en fait, il se dit, j'ai rien d'autre à faire que de recadrer l'image qui m'intéresse, et tout à coup, ça devient vraiment une peinture intéressante. Alors, ce qui l'amuse en plus, c'est que finalement, le site qui se protège du regard généralisé de nos caméras surveillance, c'est un site militaire. Et c'est quand même un peu drôle parce que les sites militaires, c'est le site des renseignements des Pays-Bas, je crois, dont le boulot quand même est de récupérer les images et de surveiller les autres, qui donc échappe à ses propres méthodes de surveillance par ce système de codage. Et là, on a quelque chose du coup d'un contraste qui est assez étonnant. Et donc à la fois, c'est une manière de retourner contre soi ses propres outils, enfin quelque chose comme ça, se prémunir de ce qu'on exerce sur les autres. Et puis en plus, lui, il dit, c'est un peu ridicule parce qu'aux Pays-Bas, la menace, en fait, c'est pas la surveillance du regard satellitaire, militaire des humains, etc. La principale menace aux Pays-Bas, c'est la nature, hein, c'est la montée des eaux. Et le tiers du paysage aux Pays-Bas est complètement façonné avec les polders. C'est une lutte permanente sisyphéenne de l'homme pour regagner des terres sur la mer qui monte. Donc il trouve qu'il y a un truc très dérisoire à se protéger, à se prémunir d'une espèce d'ennemi humain, numérique supposé, alors qu'en fait pour lui, la principale menace aux Pays-Bas, c'est une menace inexorable et naturelle de la montée des eaux qu'on continue d'accentuer avec le réchauffement climatique. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est Sylvie Fanchon, qui a toute une série qui tourne autour de Cortana. Alors, Cortana, c'est un assistant personnel qui est censé vous aider à résoudre tous vos problèmes dans la vie, qui vous donne l'heure, la météo, qui vous dit des tas de choses et qui interagit avec vous. Et elle explique que c'est une mésaventure qui lui est arrivée, elle a changé de téléphone et ce truc s'est mis à lui parler, l'application était installée dessus. Et elle a vécu ça à la fois comme une espèce d'agression incroyable et en même temps, elle a relevé les phrases de Cortana, des phrases un petit peu stupides. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? Puis-je vous aider pour vous rappeler ce qui est important? Puis finalement, ça finit en il faut me donner vos informations et vos données. Donc évidemment, ce qu'elle désigne là, c'est toute la récupération des datas et toute la surveillance, parce que finalement, c'est drôlement dur de désactiver tous ces trucs-là, toutes ces applications qui sont installées. Une fois que c'est installé dans les ordinateurs, c'est assez difficile de les mettre en veille. Donc c'est une espèce de réplique ou de résistance picturale face à cet envahissement des datas et de la récupération. Ça, c'est les 2 exemples de ces intrusions numériques. Et puis là, c'est une version
un peu plus positive, en tout cas presque moins critique. C'est le collectif Emploi 0.3 qui a fait des portraits. En fait, alors là, il ne s'agit pas du tout de vol, c'est avec la collaboration des intéressés de demander à des artistes d'avoir accès à leur ordinateur, plus exactement à leur disque dur, et de faire une espèce de portrait numérique de l'utilisateur d'ordinateur, de l'internaute. Là, en l'occurrence, ce n'est pas lié à l'Internet, mais lié à la façon dont vous classez vos données. En fait, vous avez tous vos petites icônes, votre manière de classer, de ranger, etc. Et ça définit une espèce d'arborescence. Donc, en fait, ils partent du bureau, et tous les petits traits que vous avez là, si on grossit, c'est les noms des fichiers. Donc, si on grossit, on va lire comment vous nommez vos fichiers. C'est assez révélateur de la manière dont vous rangez, de comment vous classez les choses, de comment vous les archivez. Ça dit quelque chose de la structuration de la pensée. Donc on a des portraits qui sont à la fois des espèces de paysages assez beaux, de la manière dont on classe. Donc là, c'est des datas récupérées, mais ce n'est pas des datas pour vous pister. C'est des espèces de portraits très contemporains et très numériques des individus utilisant l'ordinateur. Donc à gauche, c'est leur portrait à eux. Évidemment, c'est un moment donné, parce que ça change pratiquement tous les jours à mesure que vous utilisez vos données. Donc ça, c'est un état, il y a la date en 2005 de leurs données à eux, et puis il y a un autre état des frères Chapuisat, et ils en ont fait, je crois, près d'une cinquantaine. Ce sont des très grands tirages qui font donc 1,50 m de long sur 10 baux. Et puis dans le même ordre d'idée, Cory Arcangel a fait les Data Diaries. Alors là, c'est un autoportrait. Il a, pendant un mois, tous les jours, il a piraté en quelque sorte la mémoire vive de son ordinateur et il a fait lire la mémoire vive de son ordinateur. Alors qu'est-ce qui reste dans la mémoire vive? C'est vos espèces de déchets numériques, c'est les mails que vous avez consultés, ce que vous avez regardé, enfin, donc c'est des bouts de code, des bouts d'images. Et il a fait lire ça en piratant un logiciel de vidéo et ça a transcodé ça en une espèce de mosaïque de couleurs. Donc tous les jours, c'est comme un journal, et tous les jours, vous avez l'état de son ordinateur, une espèce de portrait de son ordinateur chaque jour. Donc là, vous avez des datas, et ça devient une espèce de composition comme ça, très picturale. Ça dure quelques minutes chacun pour chaque jour. Et vous avez accès sur un petit calendrier aux différentes journées. Voilà. Alors, toujours dans cette combinaison d'intrusion, de danger ou de menace, je ne sais pas comment dire, en tout cas de quelque chose qui fait irruption et qui a rapport avec notre devenir. Il y a une section que j'ai appelée corps viral. Alors il y a, dans ma composition, là il y a un artiste qui s'appelle Joseph Neshvatan. Ensuite on a une série de portraits de Mario Klingemann et une autre série de portraits d'Edouard Boyer. Edouard Boyer, c'est celui qui a fait l'installation dans les combles. Donc je vais vous préciser ça. Alors Neshvatan, c'est un précurseur qui a conçu un programme début des années 90 qui s'appelle Computer Virus. En fait, son programme consiste à attaquer, à corroder littéralement la peinture, comme si un virus allait miter, allait contaminer sa peinture. Et donc ça, c'est une des premières pièces donc, sur toile. C'est un tirage, en fait, c'est un programme informatique, et puis de temps en temps, il fait des arrêts sur image et il tire ça sur toile. Et il revendique plutôt l'état de la peinture, du tirage qui l'intéresse. Alors ce qui est intéressant au début, c'est qu'au début du processus, les petits traits bleus que vous voyez là, c'est vraiment le virus. Vous voyez à l'œil nu le virus en train d'attaquer, de corroder, de contaminer la peinture. Et puis, beaucoup plus tard, en 2007, en fait, le virus, il est partout et la peinture devient quasiment illisible. Et la métaphore du corps est pas du tout abusive parce qu'en fait, son sujet, c'est des images de corps en macro, enfin très très agrandies, qui deviennent le support d'abstraction et d'attaque donc de sa peinture. Alors ça, c'est une pièce très à part dans l'exposition parce qu'elle n'est pas créée par un humain, elle est créée par une intelligence artificielle. Donc ça s'appelle neural decay, ça veut dire dégénérescence neuronale, décrépitude neuronale.
Mario Klingemann, c'est donc un des artistes pionniers de ce qu'on appelle le code créatif ou l'art génératif. Il utilise des intelligences artificielles. Donc en fait, ce sont des, bon, pas rentrer dans des détails hyper techniques, mais des réseaux de neurones. Il met en concurrence des réseaux de neurones, donc c'est un fonctionnement, je vais simplifier. En gros, il y a deux classes de réseaux de neurones. Il y a un réseau de neurones qui est chargé de produire, de générer des images. Alors comment ça marche? En fait, c'est une intelligence artificielle à qui on donne plein d'images, mais des datas, c'est-à-dire des milliers d'images d'histoire de l'art, pour qu'elle apprenne. Donc elle est nourrie de plein d'images, de portraits, de peintures, etc. pour lui dire, tu vois, un portrait, c'est ça. Et comme ça, en fonction de tout ce qu'elle reçoit d'informations, elle comprend, elle arrive à définir ce qu'est un portrait, elle comprend ce qu'est un portrait. Donc elle va manger comme ça toutes ces images. Et son but, une fois qu'elle a mangé ces images, c'est d'en produire de nouvelles, mais qui ne soient pas identiques à celles qu'elle a reçues. Donc elle a des images d'entrée et il faut qu'elle fasse, il faut que le neurone génératif fasse des images de sortie. Et pour s'assurer qu'il fasse correctement son travail, il y a un réseau de neurones qu'on appelle antagoniste, qui est le correcteur, le discriminateur, et qui va vérifier que le réseau générateur ne copie pas et ne reproduit pas quelque chose de connu. Donc en fait, c'est deux intelligences artificielles qui sont en compétition, en émulation l'une l'autre. Il y en a une qui surveille la première et qui vérifie qu'elle va sortir une image qui soit inspirée mais qui soit complètement nouvelle. Et à partir de ça, elle compose des portraits, en fait des portraits jamais vus, inconnus, qui n'existent pas à partir de choses qu'elle a apprises, qu'elle a données. Et ça donne ça. Ça donne des arrêts, en fait c'est un flux d'images permanent, et quand l'artiste c'est un sélecteur d'images en quelque sorte, donc c'est lui qui rentre les images de données, et c'est lui qui définit les images de sortie qui sont intéressantes, et qui les imprime, il les imprime là sur des plaques d'acier, de métal, et donc ça donne ces espèces de monstres un peu étranges, voilà, de créatures à moitié extraterrestres, avec des yeux en plus, etc., qui sont conçus uniquement par l'intelligence artificielle et qui sont sélectionnés par l'artiste. Et évidemment qui sont très picturales. Bon, bah, pour ceux qui ont suivi l'affaire, le plus célèbre, c'est le fameux collectif Obvious qui a réussi à vendre le portrait d'Edmond Bellamy, qui a été conçu selon ce même procédé de réseau de neurones génératifs, d'égal, et qui a été vendu aux enchères pour une somme de 400 000, je crois, quelque chose de dollars. Voilà, chez Christie's. Donc c'était une première d'acheter, de faire valoir une œuvre. Évidemment, il y a toute une polémique pour savoir si c'est une œuvre ou pas une œuvre, parce que c'est pas créé, c'est créé par une intelligence artificielle et pas par un humain. Voilà, donc là évidemment au cœur de notre sujet par rapport à la picturalité du propos, etc., c'était quand même très intéressant d'avoir une pièce comme celle-là qui a été créée par une intelligence artificielle qu'on va aller chercher à Munich. Et puis en regard, je ferai une espèce de galerie de portraits de monstres. Donc il y aura une ligne de ces monstres de l'intelligence artificielle et en face, il y aura ces autres monstres-là. Ces monstres-là, en fait, sont conçus exactement comme dans la série du haut. Vous vous souvenez de cette fameuse image, pour ceux qui ont assisté à la conférence il y a 15 jours. Donc c'est au départ le portrait de l'artiste à 3 ans qui est rajeuni ou vieilli au départ par un processus de la gendarmerie nationale. Et là, en fait, il dit bah, j'arrête de travailler avec le processus de la gendarmerie nationale parce que je suis rattrapé par les nouvelles technologies. Il y a maintenant une application qui s'appelle FaceApp, qui est développée par Apple depuis 2017, qui permet de faire ça. Donc en fait, il s'est évidemment saisi de cette technologie qui lui permet de se vieillir. Alors évidemment, ça fait des espèces de monstres, puisque ce qui est très troublant, c'est qu'il applique ce vieillissement à des traits. Alors le vieillissement, quand il est appliqué sur les traits du portrait à 45 ans, ou à, bon, c'est un peu effrayant, mais relativement, mais évidemment, quand il est appliqué sur les images entre 2 et 10 ans, ça crée un effet beaucoup plus monstrueux et beaucoup plus troublant. Donc l'idée, effectivement, et alors là, il y a une double délégation technique, parce que c'est une intelligence artificielle qui passe ce filtre de vieillissement sur les portraits que vous lui envoyez. Alors évidemment, éthiquement, le problème dans l'idée de récupération de données, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous utilisez, vous souscrivez obligatoirement au principe selon lequel les images ne vous appartiennent plus, puisque vous les donnez, vous cédez les droits à l'application,
qui se trouvent être développés par des Russes, qui ensuite peuvent récupérer votre image. Par exemple, pour en faire une publicité pour des crèmes rajeunissantes, pour dire, bon, bah, si vous ne voulez pas ressembler à ça, on vous conseille d'acheter notre crème. Donc en fait, après, il y a tout un système souterrain de revente de ces images. Vous avez accès gratuitement au logiciel, moyennant quoi, votre image ne vous appartient plus. En quelque sorte, ça vous échappe et puis bah, c'est réutilisé pour d'obscurs enjeux commerciaux dont vous n'avez évidemment pas connaissance, puisque ça se passe au bout du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il soumet son portrait à ce premier filtre d'intelligence artificielle avec en devenir de l'image, mais bon, connaissant le personnage, il serait très content de se voir arriver sur je ne sais quelle publicité en Russie, il ne le saura sans doute jamais, mais voilà, peut-être ça arrivera, sait-on jamais. Donc ça, c'est le premier filtre. Et le deuxième, c'est qu'il fait peindre, selon la même technique que dans les œuvres qui sont présentées en haut, il envoie cette image de photographie vieillie par FaceApp peindre aux usines à peindre en Chine. Donc il y a une espèce de tour du monde là, de son portrait qui passe par l'application de FaceApp développée en Russie, qui part en Chine et qui revient. Et donc là, finalement, moi je me dis, c'est aussi peu ou autant de la peinture que celle de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a une double délégation à la machine et à l'interface du numérique, avec le fait de pouvoir déléguer le portrait, voilà, avec les productions de monstres qu'on voit là. Bon, et toujours dans cette histoire d'intrusion numérique, alors là on en arrive à l'aspect de la licence qui est un peu plus sulfureux, évidemment, la licence au sens de ces images beaucoup plus licencieuses qui circulent librement, accessibles sur Internet. Donc là, on a regroupé 3 artistes, dont un qui est parmi nous qui se reconnaîtra. La première, Marilyn Minter, les 2 œuvres suivantes, Philippe Hurtaud, et un ensemble de Celia Hampton. Alors dans l'ordre, moi ce que j'ai trouvé assez fantastique avec cette série-là, qui s'appelle Food Porn, c'est que c'est en 90, et pour moi c'était presque visionnaire, c'est-à-dire que cette artiste américaine a développé une série de 100 peintures qu'elle appelle Food Porn, à une époque où le phénomène de la Food Porn, du partage sur les réseaux sociaux du contenu de vos assiettes, n'existait pas encore, et c'est comme une espèce d'intuition, alors c'est de la peinture sur émail, où on voit qu'elle joue vraiment sur ce double registre d'espèces de sensualité, des gros plans raccourcis sur des gestes où elle dissèque des légumes, où elle lave, donc là elle est en train de vider un poisson. Et évidemment, on a à chaque fois avec des mains aux ongles vernis, donc on a tout un jeu de double lecture érotique, voilà, très sensuel. En plus, c'est accentué ici par les espèces de dégoulinures de la peinture. Et puis les inscriptions, tirez doucement, coupez-le, qui sont répétées plusieurs fois sur la plaque. Alors, l'intrusion, elle est double ici, parce que, en fait, il se trouve que elle est aussi précurseur, parce qu'elle a eu cette idée, donc ces 100 peintures-là, de Food Porn, elle les a présentées dans une galerie new-yorkaise en 1990. Et pour en faire de la publicité, elle s'est dit, en fait, pour que ce soit plus accessible que simplement dans une galerie new-yorkaise, elle a acheté 30 secondes de pub à la télé, dans une émission du soir proche d'un animateur télé super célèbre. Donc elle fait une intrusion au milieu d'un spot publicitaire, et là il y a 30 secondes où on la voit dans son atelier en train de peindre ses peintures, de les accrocher, de les emballer, etc. Et c'est quand même une première que d'acheter des minutes à la télévision ou sur un média grand public pour faire la promotion de quelque chose de beaucoup plus confidentiel, enfin de mélanger cette culture populaire et cette culture beaucoup plus savante entre guillemets. Et elle dit même que le titre des peintures, comme elle savait qu'elle allait acheter 30 secondes de spot publicitaire, elle dit j'ai fait exprès d'appeler ça Food Porn parce que du coup c'est une époque, c'est une heure de grande écoute en soirée où en fait il y avait plein de pubs pour les téléphones roses, les escortes, les escort girls et tout ça. Donc elle a dit je vais appeler ça Food Porn parce que du coup ça va s'installer très très bien dans le programme. Ce qui est marrant, c'est que c'est la médiatisation et la commercialisation de sa diffusion qui a défini en avance le titre de sa série. Et je trouve que par rapport à notre iconographie numérique, bah, y a un coup de 20 ans d'avance sur quelque chose qu'on connaît très très bien. Bon, alors, dans ce jeu entre les images licencieuses et l'écran, ici une sélection, alors j'aurais dû inverser, mais je trouve ça plus heureux de les montrer comme ça, mais du point de vue chronologique, ça commence avec les séries XTZ, donc des extases,
de Philippe Hurtaud, qui sont donc des gros plans issus donc des images qu'on imagine à la fois des canaux, des chaînes cryptées par exemple, de Canal, ou des images qui circulent sur le numérique. Et on voit ici à la fois les effets de cryptage, mais l'image reste tout à fait lisible. Et on a évidemment c'est à la fois un contenu, on va dire, soft pornographique diffusé très largement sur le numérique, mais qui est ici transcendé par l'approche picturale et qu'on peut resituer dans toute une tradition depuis l'extase de Sainte Thérèse du Bernin. Enfin, c'est un sujet qu'on peut réinscrire dans une longue lignée picturale et qui reprend en plus en termes de format évidemment les proportions de l'écran. Qui sont, donc c'est une série qui date des années 2000 et qui se poursuit encore aujourd'hui, mais c'est vrai que j'étais contente d'avoir un exemple du début de la série. Et puis dans le deuxième très grand format, on retrouve notamment dans le titre la filiation picturale avec le motif de Suzanne et les vieillards par exemple, en tout cas à travers le titre et le prénom. Et là on voit ce jeu entre à la fois la tradition du modèle vivant qui pose la découpe. Alors là la découpe et l'esthétique du fragment, c'est pour ça que j'ai appelé ça close-up. L'esthétique du fragment, la découpe, c'est quand même des motifs de l'esthétique pornographique, mais qui est ici complètement restitué dans la tradition, ça s'appelle studio, donc de l'atelier. C'est une hybridation entre évidemment le sujet très pictural et très classique du modèle qui pose dans l'atelier, mais dans une version qui repasse par l'écran. Donc vous voyez aussi tous les signes du numérique. On voit que c'est une peinture qui est imprimée sur des panneaux composites et à l'arrière-plan vous avez des datas et puis tout ce jeu de mise en abîme d'espace fictif qui est créé et de morceaux de corps qui viennent habiter l'espace. Bon, pardon pour ce résumé un peu raccourci, j'espère qu'il ne se sentira pas trop trahi par cette présentation. Et puis, dans la même section, alors une série très très particulière de Sally Hampton, qui est une jeune peintre britannique. Alors elle utilise un site de rencontres en ligne. Alors au début, ces sites, c'était censé être des trucs très utopiques, d'échanges, genre on va pouvoir rencontrer des gens du monde entier et discuter avec eux. Bon, il se trouve que ça a été très rapidement détourné au profit de pratiques sexuelles virtuelles. Donc ces sites qui étaient censés être des sites de rencontres et d'échanges ont été très réorientés, et celui-là s'appelle Chat Random. Le principe étant de se connecter d'une session, donc chacun, et puis en fait vous avez une espèce de zapping possible où vous pouvez choisir le suivant, jusqu'à trouver quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir un échange. Et là, en fait, elle ne se cache pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est peindre la personne qui est face à elle. Alors, la plupart du temps, elle n'a rencontré que des hommes. Il y a aussi des femmes, mais elle n'a rencontré que des hommes. Et ce qui l'intéresse, c'est au moins autant les traits, le cadrage. Alors le cadrage, c'est pas elle qui choisit, puisque c'est la caméra de l'internaute qui se connecte, qui décide de montrer telle ou telle partie de son corps. Alors, parfois c'est le visage, mais le plus souvent c'est le sexe, et parce que la plupart du temps il y a des pratiques masturbatoires, etc. Il y a une espèce de voyeurisme ou d'exhibition qui est en jeu dans cette connexion. Et elle, ce qu'elle veut, c'est à toute allure profiter des quelques minutes de connexion, parce que souvent la connexion soit est très mauvaise, parce que c'est à l'autre bout du monde, c'est instable, ou alors parce que la personne va se déconnecter rapidement. Donc elle est tributaire de conditions très très expresses. C'est pour ça que les peintures sont hâtivement brossées. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est dans une pratique sur le motif, mais sur un motif numérique, et les conditions numériques dictent les conditions d'exécution de sa peinture. Donc là, c'est très très particulier parce que c'est le format de l'écran et du type de connexion qui va déterminer les conditions d'élaboration de sa peinture. Donc elle ne sait pas combien de temps ça va durer quand elle commence à peindre, et c'est souvent très rapide. Et dans les titres, elle nous précise le nom de l'internaute connecté, le lieu, la date de la connexion, et voilà. Et elle dit que le format, c'est à peu près celui de l'écran de l'ordinateur qui est posé à côté de son chevalet, et elle ne vole pas l'image. La plupart du temps, elle dit à la personne qu'elle peint, et puis parfois, du coup, la personne se déconnecte immédiatement parce qu'elle n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas, etc. Donc on va présenter, alors là évidemment ma présentation est très moche, hein, comme ça ce ne sera pas comme ça au mur, mais c'est l'idée de les présenter un peu en nuage et d'avoir un ensemble comme ça de ces connexions qui montrent finalement parfois les piètres conditions de visibilité
de ces images, parce que l'éclairage est tout pourri, parce que vous voyez pas grand-chose, parce que la connexion est trop mauvaise. Donc elle montre autant ça que les traits du personnage ou son attitude à ce moment-là. Voilà, et puis le dernier, la conclusion, en quelque sorte, le dernier moment de cette réflexion, c'est les réappropriations. Alors c'est des espèces de dispositifs un peu stratégiques qui réfléchissent à comment réagir, résoudre, j'aime pas ça, mais en tout cas réagir à ces circulations d'images, sursaturation, etc. Donc, processus d'épuisement, première section. Alors ici, c'est un artiste français qui a créé un programme informatique qui lui compose une espèce de corpus typique de son travail, mais qu'il n'a jamais peint. En fait, il a rentré dans l'algorithme, dans le programme informatique, toutes les données de sa peinture. C'est pareil, il a rentré plein d'images pour montrer à l'ordinateur quel était son type de peinture en termes de forme, de format, etc. Et le programme lui crache des peintures telles qu'il pourrait en concevoir. Donc il lui fait des peintures à la Menko Boni. Donc l'imprimante va lui sortir comme ça des images, des trucs qu'il n'a jamais fait, mais qui sont inspirés de tout ce que l'ordinateur a appris. Et finalement, ça va lui produire comme ça des originaux, mais des originaux inventés par la machine. Et lui, après coup, il dit bah ok, j'assume, j'accepte que ce soit. Alors c'est pas peint, il en fait des éditions, où il les donne, où il les distribue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des originaux, mais des originaux en grande quantité, diffusés, dispersés. Donc là, il y a une espèce de processus d'épuisement du dispositif qui allie le pictural et le numérique. Alors ici, Michael Riedel, ce sera aussi une installation un peu composite. Alors là, c'est le PowerPoint, donc c'est un logiciel du numérique qui est à la base de son travail. Les images, en fait, là encore, il y a un processus de mise en abîme. Les images sont nées des critiques de son travail. Enfin, c'est des extraits de commentaires, par exemple, critiques de son travail ou d'images qu'il a montrées de son travail. C'est une espèce de chose qui se mord la queue comme ça. Et à partir de quoi il va faire des découpes, des extraits, et que ça va redevenir des tableaux. Des tableaux ou des cartes postales ou des bribes sonores. Donc là, on est dans un processus d'épuisement véritablement du travail avec des logiciels de présentation tels que celui que je suis en train d'utiliser actuellement. Voilà, donc, évidemment mise en abîme aussi. Et dans cette dernière section, Xavier Antin. Alors Xavier Antin, c'est pareil, c'est des allers-retours entre fichiers numériques, picturalité, images sur du tissu imprimé. Au départ, c'est des photos en très très gros plan de fleurs. Et après, il va dégrader son image, c'est-à-dire son fichier va être complètement pixelisé, abîmé, etc. Et ça va devenir des espèces de grandes choses complètement lavées, comme des espèces de graphiques qui font des images très numériques, qui va imprimer sur une toile et qui va suspendre comme ça dans l'espace. Donc là aussi, bon, c'est un peu plus complexe, c'est lié à des données économiques, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour que vous voyez le processus d'épuisement de l'information, de l'image, qui devient une grande forme comme ça, complètement délavée. Puis, un peu comme White Gaëtan en haut, vous voyez la fatigue, l'usure de l'image, de la machine, qui a fini par cracher son encre. Et puis, la dernière section, alors il y a 3 œuvres. La première, c'est celle-là. C'est un dispositif un peu pervers, mais dans un sens évidemment intéressant du terme. C'est un dispositif conçu par un jeune artiste suédois qui s'appelle Jonas Lund. Alors ça fait des très belles abstractions comme ça vidéo. C'est un programme qui est un peu comme Menko Boni qui va renouveler en permanence l'image. Ça va être très très esthétique, très très beau. C'est un diptyque d'écran plat et ce que vous voyez au milieu des deux, c'est une caméra. Et que fait la caméra? Elle attend que vous vous approchiez. Elle surveille le regard, la rétine du spectateur, et quand elle voit que votre regard se fige un peu, se fixe, c'est comme si c'était un signal pour dire « Ok, ça lui plaît, alors j'arrête, je fais une espèce d'arrêt sur l'écran ». C'est comme si elle vous donnait à voir ce que vous aviez envie de voir. Donc elle génère en permanence des images, des formes, etc. Puis tout à coup, ça s'arrête. Quand la personne qui regarde arrête de regarder, de s'agiter, se fixe sur cette image. C'est quelque chose qui...
enraye un peu le cycle infernal, à la fois qui enraye le cycle infernal du flux, mais de façon un peu cynique. C'est-à-dire qu'on donne à voir au spectateur ce qu'il a a priori envie de voir. Et puis, alors dernier processus, avant-dernier processus, Kelly Walker, alors là c'est pareil. Kelly Walker, il propose que vous vous réappropriez. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est l'annotation. Alors là, c'est pas l'annotation sur cette affiche, mais c'est souvent l'annotation. Il propose que vous vous réappropriez l'image. Au départ, c'est une image qu'il a piquée sur Internet. Ce sont des images de catastrophes naturelles liées à l'état climatique dégradé de notre monde. Là, en l'occurrence, c'est une inondation, donc un pont qui s'écroule à cause d'une inondation. Des images qu'il retravaille sur Photoshop. Et ensuite, il propose de les vendre pour 10 € ou 10 $ le CD. Tout le monde peut acheter pour une somme assez symbolique le CD. Et vous êtes invité à retoucher, si vous le souhaitez, l'image et à la présenter dans les conditions que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez l'imprimer au format que vous voulez, sur le support que vous voulez. C'est une manière de remettre en circulation une image qu'il s'est appropriée et qui vous invite à vous réapproprier pour la faire circuler, mais raisonner en quelque sorte sa circulation, comme si chacun redevenait, se réappropriait un peu l'image. Alors ça a donné lieu à des grosses polémiques. Par exemple, Charles Saatchi en a acheté une, le grand collectionneur britannique. Il en a acheté une et puis il a spéculé dessus. Il a fait tirer en un grand truc, en très grand format sur une toile. C'est devenu une très grande peinture, à laquelle il a du coup donné beaucoup de valeur, alors qu'au départ c'est une image très pauvre, d'une affiche conçue pour ne pas faire de l'argent dessus. Donc évidemment ça a un petit peu contrarié l'artiste, mais en même temps c'est le jeu de sa proposition. Donc voilà, il a répondu à Charles Saatchi de manière un peu critique, mais c'est la proposition qui veut cette ouverture de réappropriation possible. Et la toute dernière, pour boucler la boucle, c'est à nouveau une proposition d'Édouard Boyer qui s'approprie sauvagement. Alors là, on ne demande l'autorisation à personne. Il a fait un choix dans l'exposition et il conçoit des doubles. C'est-à-dire qu'il choisit des œuvres et à partir de ces œuvres, il les fait peindre en miroir par ces fameuses usines ateliers chinois. Donc la condition que je lui ai posée, je dois dire que j'ai posé un critère, c'est que je lui ai demandé de se réapproprier des œuvres qui n'étaient pas qui étaient picturales mais qui n'étaient pas des peintures. Je lui ai demandé de faire peindre, de ne pas faire peindre des choses qui étaient déjà peintes, mais des choses qui tenaient de la peinture. C'est-à-dire pour pas avoir une espèce d'effet de rivalité ou de bras de fer entre une peinture et une nouvelle peinture façon chinoise, mais du coup de rejouer encore, de relancer encore ce circuit et ces allers-retours entre peinture et numérique. Donc il a transposé en peinture des choses qui originellement n'étaient pas en peinture. Donc là c'est en cours de production. Et on va les disséminer dans l'exposition, plus ou moins rapprochés, avec le principe que le format ne sera pas identique à l'original, puisqu'il a choisi des choses de format très différents. On a pris une hauteur standard unique de 50 cm de haut, et on va les disperser, ce qui va créer une espèce de trouble, de choses un peu étonnantes dans l'exposition, de sentiments déjà vus, où on aura d'une transposition et d'une réappropriation sauvage, puisque c'est une espèce de vol à l'étalage, auquel il a procédé sans demander d'autres autorisations que la mienne et celle du directeur du musée. Voilà. Alors pardon si ça a été un petit peu long, c'est vrai que je me suis lancée dans une explication détaillée.